Pour faire de l'astrologie mondiale, il faut comprendre comment fonctionne le monde. Il faut donc être au courant des analyses qui sont faites à ce sujet. Et ce n'est pas avec une vision un petit peu superficielle des choses, celle du tout venant, qu'on peut y arriver. Autrement dit, j'ai toujours pensé que l'on ne pouvait faire de l'astrologie sérieusement qu'en approfondissant des domaines connexes et en acquérant des connaissances approfondies sur un certain nombre de sujets. Ne connaître que l'astrologie, ça ne suffit pas. Et ne connaître les autres domaines que superficiellement, ça ne suffit pas. Autrement dit, ce qui confère aux travaux d'André Barbeau une sorte d'obsolescence. N'oublions pas que ces travaux sont pensés, sont présentés dans les années 60 essentiellement, voire dans les années 50. Et qu'à l'époque, on est marqué par certaines situations, certaines configurations politiques, géopolitiques, qui sont particulières et qui ne justifient pas d'élaborer une théorie générale de l'astrologie sur ces bases-là. C'est d'ailleurs le défaut de beaucoup de travaux d'être trop marqués par un certain consensus du moment et d'en faire une loi générale. C'est dans ce travers que M. Barbeau est tombé. Il y a donc déjà une bonne cinquantaine d'années, sinon une soixantaine d'années. Depuis, est-ce qu'on a beaucoup avancé? C'est une autre question qui se pose. Moi-même, en 1976, j'ai publié Clé pour l'astrologie, à la place de Barbeau d'ailleurs, où j'expose toute une nouvelle théorie de l'astrologie mondiale, fondée sur la dialectique entre la notion d'unicité et la notion de multiplicité, en parlant notamment des empires. C'était il y a 40 ans, plus de 40 ans, et depuis, j'ai été amené à repenser, à reformuler un certain nombre de choses, ce qui est normal pour un chercheur. Et encore une fois, je répète encore une fois, c'est une recherche astrologique, mais c'est aussi une recherche au niveau de la philosophie de l'histoire. Et ça, c'est absolument essentiel. La preuve en est, c'est qu'encore aujourd'hui, on se heurte à un certain nombre de fausses conceptions de l'histoire. Alors j'ai déjà dit à quel point il était important de réintroduire la notion d'empire dans la pensée politique et de comprendre profondément cette notion d'empire. Une notion qui est mal comprise et qui est refoulée en partie pour des raisons politiques que l'on connaît, décolonisation, etc. La notion d'empire est importante, elle a marqué l'histoire de la France au XIXe siècle, elle a marqué l'histoire de l'Allemagne au XXe siècle, elle a marqué toute l'histoire coloniale de la France, de l'Angleterre et d'autres pays depuis des siècles. Donc l'Europe, la pensée européenne sur l'histoire ne saurait évacuer la question de l'empire, puisque une grande partie des empires émanent quelque part de la métropole européenne, si on peut dire. Pas tous, bien sûr. Mais même l'Empire turc est proche de l'Europe, qu'on le veuille ou non. Et l'Empire ottoman. Donc, c'est toute la Méditerranée et l'Europe qui sont concernés par la question d'empire. Alors, je crois que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ce que c'est que l'empire, et que beaucoup d'astrologues, encore moins. Alors, je vais donc demander à ces astrologues de faire un effort pour intégrer cette question de l'empire dans leur mode de fonctionnement, leur mode de perception. J'y reviens, j'en ai déjà parlé, j'y reviens. On ne comprend plus ce qu'est l'empire aujourd'hui. Et à partir
de ce moment-là, on ne comprend plus l'histoire de l'humanité, qui est beaucoup plus celle des empires que celle des nations. Les nations n'étant que des composantes de l'empire, des empires. C'est pour ça que l'idée d'État-nation est une idée un petit peu aberrante, quelque part. En tout cas, quand on se pense comme nation, on ne se pense pas comme empire. Quand on se pense comme empire, on ne se pense pas comme nation. Dans le cas d'Israël, Israël est-il une nation ou un empire? Et est-ce que c'est parce que Israël n'arrive pas à penser la notion d'empire qu'il en est là où il en est? C'est-à-dire avec les problèmes qui sont les siens. Voilà la thèse que je voudrais développer maintenant. Un empire, c'est un projet qui consiste à englober des entités extrêmement diverses. On peut dire à ce sujet-là que l'OTAN, l'ONU par exemple, même le pacte de Varsovie aussi, en son temps, avait une dimension impériale. Sans parler du traité de Rome et de l'Union européenne. L'Empire ne cherche pas à imposer une intégration, une assimilation sur un modèle unique. C'est totalement étranger à la notion d'empire. L'Empire est dégagé de ces enjeux purement nationaux. L'Empire napoléonien dépassait largement la question de la France. Même si, éventuellement, certains éléments d'organisation globale peuvent dépendre de Paris et passer par la langue française, etc. Mais globalement, un empire ne fait sens que s'il accepte la diversité et la multiplicité et la multiculturalité. Avec Israël, deux projets s'enchevêtrent en quelque sorte, notamment depuis 1967, mais même avant, puisque Israël n'a pas respecté les limites qui ont été proposées par l'Assemblée générale de l'ONU, le plan de partition, pour des raisons diverses d'ailleurs, sur lesquelles on n'en reviendra pas. Et donc par conséquent, Israël englobait de facto dès 1948 une population non juive. Donc il était de facto en situation impériale. Et donc il aurait dû introduire une notion de laïcité, une notion d'État au-delà des différentes composantes. Est-ce qu'il l'a fait? Jusqu'à un certain point, il l'a fait. Par exemple, les noms des rues en Israël sont écrits à la fois en hébreu et en arabe, et en anglais. Mais pour autant, est-ce qu'il s'est structuré en tant qu'empire? On peut en douter. Et l'intérêt d'être un empire, ça peut paraître paradoxal, c'est que ça facilite l'expansion. Un empire est capable de s'élargir. Par exemple, l'empire arabe a développé immédiatement un processus qui faisait que les populations chrétiennes ou juives pouvaient rester dans cet empire sans devenir musulmanes. Donc c'est déjà une vision qui dépasse le cadre national, religieux, particulier à un groupe donné. C'est ce qui a fait sa force. Ce qui lui a permis notamment d'englober les berbères du Maghreb, par exemple, Kabyles, etc. Sans parler des Espagnols, etc. Un empire ne rêve absolument pas la notion d'assimilation. Quand M. Finkielkraut parle d'assimilation ou d'intégration, il ne pense pas d'un point de vue impérial. Parce que la notion d'assimilation et d'intégration, elle ne fait pas sens. Sauf à dire qu'on va intégrer au sein de l'empire des entités différentes. Mais là, ce n'est pas une intégration des individus, c'est l'intégration des entités, chaque entité gardant par ailleurs sa spécificité. Donc on voit bien que des philosophes français, des penseurs français actuels, n'arrivent pas à penser l'Empire. Évidemment, ils n'arrivent pas à penser l'Empire, et ça vaut aussi pour les astrologues qui sont tributaires de toutes ces insuffisances.
Pendant qu'on n'arrive pas à penser l'Empire, on n'arrive pas à penser la cyclicité. Parce que l'Empire passe par des périodes de crise, ou d'expansion, d'avancée et de recul. À certains moments, l'Empire va s'agrandir et va intégrer des éléments nouveaux. Je ne parle pas des individus, là, encore une fois, je parle des entités, des régions, des États, qu'ils le fassent volontairement ou pas. C'est une autre question. Et souvent, c'est très ambigu. La colonisation est très ambiguë. Est-ce que c'est voulu ou pas voulu, ça pas. Et il y a d'autres moments où cet empire va être ébranlé, où ça va moins fonctionner, où il va d'ailleurs peut-être devoir reculer, c'est-à-dire laisser partir des éléments qui étaient intégrés. On a par exemple le Brexit avec l'Union européenne, ben c'est déjà aussi un recul. Mais il y en a eu beaucoup d'autres. Même les États-Unis ont connu les guerres de sécession. La sécession, c'est aussi une volonté de mettre fin à une certaine structure impériale, en tout cas vouloir s'extraire de cette structure impériale, avec plus ou moins de bonheur. Donc il y a des moments où l'Empire va s'agrandir, et des moments où il va se figer ou même reculer. Moi je pense qu'en disant ça, je pense au cru du Nil. Le Nil, à un moment donné, il recule. La marée recule, elle avance, elle recule. Ça amène de fluctuation. Donc il y a une fluctuation impériale. Ça ne veut pas dire pour autant que lorsqu'il recule, son influence cesse du jour au lendemain. Bien évidemment que non. Il peut reculer et puis laisser des traces. Comme le Nil peut reculer et au contraire, c'est quand il s'en va que la terre apparaît comme cultivable. Chimet, c'est-à-dire c'est le nom initial de l'Égypte. C'est la fertilité des terres qui ont été recouvertes par le Nil. Bon, passons. Donc, il y a ce moment de va-et-vient, ce mouvement de va-et-vient, qui doit être étudié par l'astrologie, pour moi. Alors, ce n'est pas du tout la même idée que Barbault a développée de tension ou détente, qui étaient des mots à la mode dans les années 60, la guerre froide, etc. Ou la guerre mondiale. C'est un peu ça, la tendance entre la guerre mondiale et la guerre froide. Bon, ça c'est anecdotique, ça dépend de l'époque, d'une certaine époque. Ça n'est pas une réflexion globale sur l'histoire de l'humanité, loin de là. C'est plutôt une réflexion personnelle, un vécu personnel qui a marqué l'approche de l'astrologie mondiale de Barbault. Alors, au lieu de s'accrocher à l'idée, n'est-ce pas, qu'il y a des périodes de guerre et des périodes où il n'y a pas de guerre, hein, ce qui nous a amené Barbault à annoncer un troisième conflit mondial dans les années 80 du XXe siècle, qui n'a pas eu lieu, parce que c'est un concept, la notion de guerre mondiale est un concept totalement particulier, qui n'a absolument aucune valeur générale, ni au XXe siècle, ni encore moins avant, pour toutes sortes de raisons. Donc finalement, quand on veut, et Darboux avait raison, il fallait trouver une dialectique, une dualité, quelque part. Il était en quête de dualité. Et alors il a trouvé ça. En réalité, ce qu'il aurait dû trouver, parce que moi j'ai proposé quand même en 76, donc il aurait pu prendre connaissance en 76 de mes travaux, puisqu'il a publié d'autres ouvrages, bien après 76 sur le même sujet. Mais apparemment, il n'a pas lu mes travaux de très près. C'est toujours regrettable pour un chercheur. Et de ne pas savoir ce qui se passe, ne serait-ce qu'en France. Si ça avait été publié en autre langue, bon, admettons. Mais comprendre qu'à certains moments, de toute façon, mes travaux de 76, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'étaient pas exemplaires.
n'étaient pas achevés. Bon, 40 ans plus tard, ils le sont davantage, on peut l'imaginer. Et c'est le cas. Eh bien, cette idée, qu'à un certain moment, 1989, auquel s'intéressait beaucoup Barbeau, ben justement, 89, c'est le recul de l'Empire. Le recul de l'Empire. Le recul de l'emprise impériale. Et le mot emprise et empire sont souvent confondus, puisqu'on dit souvent on mélange l'un pour l'autre. Enfin, peu importe. Voilà. 89, c'est le moment d'un recul, c'est la marée descendante. C'est-à-dire que ces pays qui ne sont plus sous l'empire, c'est le cas de dire, de l'URSS, de la Russie, ont perdu, sont tout à fait dépourvus de toute influence de ce côté-là. Bien sûr que non. Mais il y a un recul, mais en même temps, il faut s'attendre à un mouvement en sens inverse à un moment donné. Forcément. Et puis il faut aussi s'attendre à ce que les choses reculent à nouveau, etc. Donc le processus, il faut qu'il soit bien clairement défini, avec une phase A, une phase B, puis après à nouveau une phase A, une phase B, etc. etc. Et bien entendu, loin de moi l'idée d'appliquer mon système de l'Empire sur le modèle de Barbeau concernant les 5 planètes de Jupiter à Pluton qui vont se combiner entre elles. Ce n'est pas du tout ma conception de l'astrologie. Mais sur le plan du concept même historique, je dis qu'il faudrait appliquer cela. Je n'ai pas dit qu'il fallait appliquer ce que je viens de dire au système de Barbeau. Ce serait complètement aberrant. Donc je propose aux astrologues de retravailler sur ce sujet-là et de penser la dialectique, toute dialectique astrologique d'ailleurs, dans ce terme-là. Est-ce que je me situe à mon petit niveau dans une sorte de repli sur moi, ou est-ce que je contribue à élaborer des structures globales dans lesquelles des gens très différents, des entités très différentes pourront cohabiter? C'est ça le véritable enjeu.